vous joindre à nous pour vous informer sur Canal Congo Télévision. Nous ouvrons ce journal par la Commission électorale nationale indépendante qui a dévoilé ce jeudi sa feuille de route pour les prochaines élections prévues à partir de 2023. Elle est le résultat de 10 jours d'ateliers de réflexion et d'analyse par les experts. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Vous le savez certainement, plus d'une vingtaine de personnes, pour la plupart des femmes vendeuses au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, ont trouvé la mort par électrocution liée à la coupure d'un câble de haute tension menacé par la pluie diluvienne qui s'est abattue le mercredi 2 février 2022. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Autre détail avec Nancy Ilekantele. Larmes, cris de détresse et désolation ont caractérisé les visages des habitants du quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula qui ont assisté ce mercredi 2 février 2022 sans moyen de défense à la mort de plus d'une trentaine de personnes vendeuses dans ce marché, un drame causé par la coupure du câble haute tension de la SNEL qui a cédé lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue tôt ce matin à travers la capitale. La plupart des victimes décédées par électrocution sont des femmes vendeuses dans ce marché, telles qu'a laissé entendre une vendeuse du coin. Une matinée d'angoisse et de remords au regard des corps sans vie, allongés sur des eaux stagnantes, ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, par les éléments des services spécialisés. Cette situation n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement Samalou Kondé qui leur a rendu un hommage, cela avant que quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le commissaire provincial de la police nationale ne viennent faire le constat des dégâts causés par cet événement malheureux. Et des réactions ne se sont pas fait attendre. Willy Michiki, président national du parti politique UNANA, responsabilise la SNEL qui, dit-il, devrait prévenir avec des pylônes anti-foudre. Willy Michiki est ici au micro de Gisèle Etoko Ekouchou. D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. C'est encore un drame de plus inutile qu'on pouvait éviter. Pour Prince Willy Michiki, on pouvait prévenir ce drame du marché de Matadi Kibala avec des poteaux anti-foudre. La responsabilité incombe donc à la Société nationale d'électricité. Vous savez très bien que je suis d'abord ancien ministre de l'énergie et nous savons que partout où il y a des pylônes, il y a des câbles électriques, il y a toujours des poteaux anti-foudre. Ce n'est pas de nouveau. Et il y avait un problème déjà qui était soulevé avant, qui a fait d'ailleurs question d'alerte au niveau du gouvernement, c'était la question d'érosion. Il y avait des pylônes qui étaient menacés de s'écrouler puisqu'il y avait un problème d'érosion. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Mais moi j'ai dit, la responsabilité aujourd'hui revient d'abord au comité de gestion de la SNEL, puisqu'on pouvait prévenir ça. On ne peut pas, dans une région où il pleut presque toute l'année, où il y a des foudres, de ne pas avoir des antifoudres, puisque c'est la raison que la SNEL a évoquée auparavant. Prince Willy Michiki s'interroge sur la mise en application de la décision du Conseil de ministres appelant à évacuer les vendeurs de ce marché de Matadi Kibala. Il faudrait que nous ayons la culture de respect de décisions du gouvernement. Le Conseil des ministres avait décidé qu'on puisse évacuer tous ces marchés-là, pirates, qui est le long de la route de Matadi, au niveau de Matadi Kibala, mais personne n'a même comment fait. Si on avait respecté la décision du Conseil des ministres, puisque les décisions du Conseil des ministres doivent s'exécuter sans aucune entrave. Donc il faudrait aussi interpeller, ou faire une enquête pour rétablir les responsabilités. Pourquoi ces marchés-là n'ont jamais été évacués? Pourquoi les gens aujourd'hui continuent à construire sous les lignes de haute tension? Même aujourd'hui, on a encore un problème. Moi, je viens de Mwanda. Dans le projet de la construction du port à eau profonde de Banana, les gouvernements s'étaient engagés
à construire la route Banana, Mwanda, Boma. Mais au niveau de Mwanda, en route vers Boma, il se pose un problème à cause des constructions anarchiques et sous la ligne de haute tension. Donc moi je dis que nous sommes dans un état de droit, il faudrait que la loi s'applique. On doit détruire toutes ces constructions anarchiques et ces marchés-là devraient disparaître. C'est l'état des droits. La démocratie a ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs. Nous devons nous-mêmes éviter de continuer à avoir des morts inutiles. Quand je vois les 25 personnes, j'ai été visité, ça m'a estomaqué de voir qu'on n'a pas pu anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est descendu dans la soirée sur le lieu du drame à Matadi-Kibala, accompagné du gouverneur de la ville. Le président de la République a fait un bref constat de cet événement malheureux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans le chapitre des condoléances, le parti AAC, présidé par Chantal Dédé Kapanga, n'est pas resté indifférent face à ce drame. En ce moment de profonde douleur pour la communauté congolaise, la présidente du parti AAC présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, père de la nation, au premier ministre chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des familles des illustres disparus. Kinshasa continue à compter des morts le mercredi 2 février 2022 après le drame de Matadi-Kibala. Un accident de circulation s'est produit dans la commune de Lantsele au niveau du centre sportif Mikala du terrain FIFA. Une voiture Noah est entrée en collision avec un bus Esprit de Vie. Bilan 6 morts et plusieurs autres blessés. Reportage. Encore des morts ce mercredi dans la capitale après les drames de Matadi-Kibala à la suite de la coupure d'un câble haute tension. Un autre drame a eu lieu dans la journée de ce même mercredi, un accident de circulation dans la commune de Lantsele au niveau du centre sportif Mikala dit terrain FIFA. Il s'agit d'un véhicule Noah revenant de l'enterrement qui tombe brusquement sa bande qui a percuté un IST en sens inverse et rencontre un esprit de vie. Bilan 6 morts et plusieurs blessés graves qui ont été acheminés dans des hôpitaux environnants. En dépit de l'état de siège d'urgence plutôt instauré dans la province de l'Ituri, les populations civiles continuent de subir la loi des combattants des groupes armés. Notez que 56 personnes ont été tuées dans la nuit du mardi à mercredi par les miliciens Codeco. C'était dans le site de déplacés de Plaine des Savo dans la chefferie des Bouéma, Badjéré dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Suivez plutôt ces récits de Fiston Ngalé. Une nuit noire dans les territoires de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. En effet, 56 personnes ont été tuées dans la nuit du mardi 1er à mercredi 2 février dernier par le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco dans les sites des déplacés de Plaine Savo en chefferie des Baéma Badjuré. À en croire Jean-Didier Déda, chef de la dite chefferie citée par la source, les assaillants en provenance du secteur de Walendu Djachou sont entrés dans les sites vers 21h45 avant de massacrer la population civile des tendances confondues. 52 personnes ont été tuées sur place et 4 autres ont succombé dans une structure sanitaire où ils étaient ramenés suite à leurs blessures. On dénombre parmi les victimes les jeunes, les vieillards, les femmes et même les enfants. Pour sa part, Emmanuel Ndalo, chef du dit site, affirme un bilan de 60 personnes tuées et plus de 40 personnes blessées. Il est à noter que des miliciens Codeco ont multiplié des attaques contre les sites des déplacés dans les territoires de Djougou. Le 21 novembre dernier, plus de 30 personnes ont été également tuées par ces hors-la-loi dans les sites des déplacés de Trodro.
Richard Deda plaide pour le renforcement de l'effectif militaire dans la région. Dans un tout autre chapitre, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, réfléchit déjà sur les retombées économiques à travers les futures cotisations sociales qui en découleront du projet de la construction du port en eau profonde de Mwanda, dont la pose de la première pierre par le président de la République a eu lieu le lundi 30 janvier 2022 à Mwanda. Une cérémonie à Mwanda, voulais-je dire, une cérémonie dans laquelle le DG de la CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, a pris part, nous rapporte Fiston Ngale. C'est à 13h45 que l'avion transportant le président de la République, Félix Tshisekedi, a atterri à l'aéroport de Mwanda. Le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, mais aussi les notables nés Congo, parmi lesquels le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. L'ambiance est au rendez-vous. Félix Tshisekedi est venu poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde des Bananas. Sur le site de la cérémonie, le décor est planté. La crème politique, sociale et militaire est présente. Les notables du Congo central aussi, avec une présence remarquée du DG de la CNSS, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. Après les différents discours, Félix Antoine Tshisekedi pose la toute première pierre de la construction du port en eau profonde des Bananas. Remerciant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la concrétisation de ce projet veille des 40 ans, Jean-Simon Foutikiakou appelle les Né-Congo à lui être reconnaissant et surtout à les soutenir. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République est venu rendre effectif ces grands projets. C'est une grande fierté, c'est une grande joie à travers l'ensemble de la province. Et le peuple Congo lui demeurera reconnaissant pour ça. Un bon manager et visionnaire, le DG de la CNSS prévoit déjà les retombées économiques qu'aura bénéficié son entreprise suite au paiement des cotisations sociales des futurs employeurs de ce grand projet. Effectivement, parce qu'il faudrait noter qu'il y a des emplois directs qui vont être créés comme indirects du fait de la naissance de ces grands ports. Notez qu'avec la construction de ce port, la RDC va booster son économie et sera ouverte un peu plus au monde. Une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, conduite par son représentant résident, a échangé le mercredi avec la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Au menu, la situation actuelle de la coopération japonaise dans le domaine de l'environnement forêt et celui de la lutte contre le changement climatique. Reportage. Cette délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, conduite par son représentant résident Kazuano Shibata, a échangé avec la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, Ebazaï Massoudi, sur la situation actuelle de la coopération japonaise dans le domaine de l'environnement, forêt et celui de la lutte contre le changement climatique. La JICA s'est appuyer l'opérationnalisation du système national de surveillance des forêts, un élément important pour la promotion des activités REDD+ dans le bassin du Congo, qui est la deuxième zone des forêts tropicales dans le monde. Et aussi mettre en œuvre le projet pilote dans la province du Koulou en visant la réduction des déforestations existantes, ainsi que l'amélioration de la vie des populations locales à travers la promotion de l'agroforesterie. Je m'appelle Kazunao Shibata, représentant résident de la JICA, coopération japonaise. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de rencontrer Madame la vice-première ministre Eva Bazaïba pour un peu partager la situation actuelle de la coopération japonaise, surtout dans le domaine de l'environnement, forêt et la lutte contre le changement climatique. J'ai expliqué que depuis le 2010-2011, nous avons travaillé pour la gestion durable de forêt de la RDC, qui a l'importance non seulement pour le pays, mais aussi au niveau mondial. Nous avons maintenant un projet de coopération dans la province de Kwilu pour les activités pilotage de REDD+. C'est pour non seulement gérer les forêts,
mais aussi pour améliorer la vie de populations locales dans la province. Nous avons aussi expliqué notre étude en cours sur la tourbière qui absorbe énorme quantité de carbone dans votre terre sur les forêts. Particulièrement, Madame la vice-première ministre est intéressée sur l'étude de la tourbière et elle a souhaité de nous soutenir pour savoir que les ressources précieuses mieux par l'équipement et technologie sophistiquée par le Japon. Donc nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir un échange très riche avec la madame qui a promis de soutenir et accélérer la coopération dans le domaine de l'environnement, forêt et la lutte contre le changement climatique. Merci. La JICA affirme qu'une étude sur les tourbières est en cours car ces derniers absorbent d'énormes quantités de carbone dans les forêts. Émerveillée par cette initiative de la JICA, la vice-première ministre en charge du développement durable, promet de soutenir et d'accélérer la coopération dans les différents domaines de la forêt, environnement et changement climatique. Plusieurs autres projets sont en vue en République démocratique du Congo. Et puis, l'association des jeunes acteurs pour le changement, amis de Félix Tshisekedi, a remis un diplôme de mérite et un trophée au vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, encourageant son apport pendant les 100 premiers jours du gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé, c'est un reportage de Gisèle Toko-Ekuchu. Les bonnes œuvres ne sont jamais perdues, dit-on. Le sens managérial et le savoir-faire du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, depuis sa nomination, n'a laissé indifférente l'association des jeunes acteurs pour le changement, les amis à Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ces cadres que cette association est venue témoigner publiquement le mérite du vice-ministre Jean-Claude Molipe avec la clairvoyance de son titulaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, qui se caractérise par une amélioration considérable de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduite par son président Adam Matondo Kiala, la délégation de l'association des jeunes acteurs pour les changements a été reçue par le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo dans son cabinet de travail pour la remise officielle de ses diplômes de mérite et d'un trophée encourageant son apport pendant le 100 premiers jours du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. C'est par ces mots que le vice-ministre de l'Intérieur a remercié ses visiteurs pour la haute considération portée à sa modeste personne. Il parle du gouvernement, il parle du chef de l'État, il parle de son autorité morale. Que ce travail vous rende grâce, continuez toujours ainsi. Merci. Le coordonnateur des Amis de Fachi explique le pourquoi de ces diplômes de mérite. Nul ne peut ignorer les avancées acquises dans l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays, bien qu'il reste encore nombreux challenges, mais la machine est en marche au ministère de l'Intérieur afin de ramener une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif. La deuxième réunion du comité de pilotage s'est tenue le mercredi 2 février 2022. Il était question notamment d'évaluer l'état d'avancement du dit projet, nous dit Bob Nzamba.
Il était question au cours de cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'urgence pour l'équité et les renforcements des systèmes éducatifs, d'évaluer l'état d'avancement du projet, les résultats, aussi les risques qui se présentent afin de ne pas rater les résultats attendus. Oui, déjà avant la validation du plan budgétisé, nous avons évalué l'état d'avancement de ce projet qui a amélioré notre capacité de consommation des appuis budgétaires. Nous avons également évalué les résultats et aussi le risque qui se présente afin que nous ne rations pas les résultats attendus en ce qui concerne le renforcement de systèmes d'enseignement dans notre pays, conformément au programme du gouvernement et à la vision du président de la République qui tient absolument à la gratuité de l'enseignement. Satisfaisant au cours de cette évaluation à mi-parcours, nous avons finalement validé le plan de travail budgétisé à plus de 64 millions, ce qui va nous amener à décaisser d'autres montants, notamment 130 millions et 180 qui va s'en suivre. En croire le coordonnateur du projet PERS, Guy Lawembo, l'autorisation de travailler dans les limites de ce budget leur a été donnée. Ce jour, d'abord, cette réunion ici, comme tout projet ou comme toute entreprise, avant de démarrer l'année, il faut établir un budget. Nous avons établi un budget et nous sommes venus devant le comité de pilotage qui a été institué par un arrêté ministériel du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. C'est dans ce cadre que nous sommes venus devant le ministre et tout le comité dans lequel le ministère des Finances est représenté par le secrétaire général, le ministère du Budget par le secrétaire général, la présidence de la République, la primature. Et devant tous ces représentants, nous avons défendu le budget. Et ils nous ont donné maintenant l'autorisation de travailler dans les limites de ce budget. Et une fois que nous commençons à travailler, nous pouvons réaliser nos résultats qui vont déclencher plus tard les paiements en termes d'appui budgétaire. Alors, que retenir du projet PERS? C'est un projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Le gouvernement, avec la Banque mondiale, se sont mis d'accord pour monter ce projet afin que la Banque mondiale puisse appuyer directement la mise en œuvre de la gratuité. Donc c'est un projet qui tient directement à cœur le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a reçu en audience le mercredi 2 février 2022 une délégation d'investisseurs internationaux. Au menu de leur entretien, le développement de quelques provinces de la République démocratique du Congo. Suivez. Le développement de quelques provinces de la République démocratique du Congo avec le projet de lancement de 145 territoires était au centre des entretiens entre la délégation des investisseurs internationaux et les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Nous sommes une délégation des investisseurs internationaux. Il était question de venir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour échanger avec lui en ce qui concerne le développement de quelques provinces de la République démocratique du Congo. Essayer d'entrer aussi dans le projet de l'aménagement des 145 territoires. Et sur le fait, nous avons amené un message, aussi une proposition forte de la part des bailleurs de fonds internationaux qui veulent intervenir à ce qui concerne le développement de chaque secteur en RDC. S'il faut essayer un peu d'énumérer notamment les écoles, les hôpitaux, pourquoi pas dire le pont, les chaussées, tout ce qui contribue aux infrastructures pour un Congo uni et fort. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous attendons une réponse, un avis favorable de notre requête
Nous sommes sûrs que cette proposition est tombée vraiment auprès d'une personne fiable, auprès d'une personne qui a le sens de responsabilité, auprès d'une personne qui va amener ces dossiers jusqu'à sa concrétisation. Coup de projecteur sur l'avenue Moadi à l'UPN, dans la commune de Ngalema, une avenue impraticable à moindre pluie, menaçant d'enclaver suite aux têtes d'érosion. Suivez ce reportage. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, misalo ezosala manakati ya ville ya Kinshasa, tosepelanga makasi tozomona Chile Gelu ABC 0 trou na ville ya Kinshasa, misala ezoleka malamu mais eza na coin moko bobosani yango na ville ya Kinshasa ezali awa na IPN tozawa sur l'avenue Boadi. Avenue Boadi oyo eza ya kobeba makasi donc ndenge eza wa population moyebima eza te parce que nzela eza te. Et puis, ils ont provoqué une érosion. Ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'avenue Boadi à l'UPN dans la commune d'Ngalema. L'impraticabilité de cette avenue risque d'enclaver cette partie de la capitale face aux têtes d'érosion qui se retrouvent au fond de l'avenue. Le lac artificiel, à moindre pluie, inonde l'avenue et les habitants ont du mal à se déplacer. D'où ces cris de détresse. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, misalo ezosala manakati ya ville ya Kinshasa, tosepelanga makasi tozomona Chile Gelu ABC 0 trou na ville ya Kinshasa, misala ezoleka malamu mais eza na coin moko bobosani yango na ville ya Kinshasa ezali awa na IPN tozawa sur l'avenue Boadi. Avenue Boadi oyo eza ya kobeba makasi donc ndenge eza wa population moyebima eza te parce que nzela eza te. Et puis eza koprovoke ba érosion kuna na se soki nzela ebongi te kuna na se quartier oyo IPN ekokabwana ekokatana mpe kodisparaître. Tosengi na bino s'il vous plaît bo prendre en compte nzela oyo quartier Boadi na IPN po moye eza te tala bino moko ndenge nzela ezali. Mais les élèves merci beaucoup, Mokonziamboka, merci Mingi. Espérons que les autorités du pays, à travers leurs projets, notamment Zéro Trou, passeront par ici. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.